RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour avec au sommaire ce matin, Louis Defresne, évidemment, la motion de censure. Eh bien oui, logiquement, on attend l'échéance. Tout à l'heure, aux alentours de 16h, l'Assemblée va examiner les motions de censure déposées par le Nouveau Front Populaire et quasi au complet, et puis l'alliance entre le Rassemblement National et les Ciotistes. Voilà qui va constituer un premier sujet pour nos débatteurs. Avec le père Arnaud Alibert, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au quotidien La Croix, Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Écrivaine, journaliste, directrice de la revue Témoignages chrétiens. Merci à tous les deux d'être là pour le débat du jour. Moins de 6 mois après le coup de massue de la dissolution, donc, l'Assemblée nationale s'apprête à censurer le gouvernement de Michel Barnier. A-t-on pris la mesure de toutes les conséquences de ce geste inédit depuis 1962 qui plongerait le pays dans une grande incertitude politique et budgétaire? C'est un petit peu la réflexion que l'on voulait lancer avec nos deux débatteurs aujourd'hui, de savoir si au-delà de ce qui va se passer aujourd'hui, bien sûr, on peut supposer que les choses sont déjà en grande partie jouer, mais la France joue gros. Qu'est-ce que l'on joue en fait en cette journée du 4 décembre? Christine Pedotti, père Arnaud Alibert. Christine. D'abord, on joue le budget de la France. Qu'est-ce qu'on fait sans budget? C'est vraiment la base de la démocratie, le vote du budget. Originellement, quand on installe une démocratie, c'est parce que on considère que tout le monde payant des impôts, des représentants doivent discuter de la façon dont on dépense l'argent. Donc c'est vraiment le cœur absolu de la démocratie. Et voilà qu'on va se retrouver sans budget. Moi j'ai écrit un éditorial, je le dis en disant que moi j'ai envie qu'on fasse un conclave avec ces députés. Vous savez, conclave, c'est conclavé. On les enferme à clé. On a fait ça à Viterbe. Oui, au conclave de Viterbe, les cardinaux n'arrivaient pas à élire un pape, donc en fait on les a enfermés à clé. On les a mis au pain et à l'eau. Ensuite, on a démonté le toit pour que vraiment tout ça est vrai. Ouais. Et ils ont fini par se décider à élire un cardinal pape. Donc là, moi, je propose qu'on fasse la même chose avec les députés, qu'on les enferme. J'ai dit que on pouvait éventuellement leur apporter des chocolats à Noël s'ils ne se décident pas. Mais je veux dire, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Je veux dire, ils ont été élus par le peuple français. Leur boulot, c'est de nous donner un budget. C'est leur devoir d'État. Donc, je suis scandalisée qu'ils ne le fassent pas. Donc, le compromis avant la sanction. Tout à fait. Il faudrait le compromis. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas au compromis? On posera la question à Père Alibert aussi, selon votre analyse. De façon assez claire, parce que chacun a un agenda qui n'est pas celui de donner un budget à la nation. Le véritable agenda, celui de la réalité, c'est de donner un budget à ce pays pour démarrer 2025. Or, en fait, chacun a un autre agenda, l'agenda d'éventuelles présidentielles anticipées, des municipales de 2026, des présidentielles de 2027, etc. Donc, en fait, ils n'ont pas le bon agenda. Moi, je suis très en colère, vous l'entendez. Ben, c'est légitime, et le père Arnaud Alibert doit l'être aussi, j'imagine, père Alibert. Chacun après maîtrise ses sentiments comme il peut, mais moi je voudrais quand même qu'on s'interroge ensemble sur de quoi cette maladie parlementaire est le nom. En fait, avant de rentrer plus précisément sur la question de la censure, ce qu'on observe depuis des années, ce sont des prises de parole qui consistent à dire le peuple est souverain, donc ça il n'y a aucun problème depuis 1789, mais à passer au-dessus des différentes institutions et représentations, que ce soit le président de la République, le Parlement, les organes institués, etc., pour dire, au fond, il faut écouter le peuple, c'est lui qui doit décider presque de manière directe. Et là, on arrive au bout de cette logique où on a tellement finalement désinvesti le rôle des parlementaires que là, ils ne jouent plus leur rôle, parce que je suis complètement d'accord avec Christine, ils ne jouent pas leur rôle. Leur rôle, c'est quand même de voter le budget et les lois, mais enfin le budget c'est la première des lois, mais on dit finalement il faut entendre ailleurs, c'est-à-dire il y a une enceinte qui est ailleurs, qui est le peuple, et alors là de quoi on parle. Cependant, les regards n'ont jamais convergé vers le Parlement. Les députés, on les regarde, on les observe comme jamais. Et bien voilà, ça c'est le deuxième élément de la crise. Donc, premier élément de la crise, on a finalement désinvesti
les fonctions de représentation. Donc, on les laisse jouer et ça, d'une certaine manière, presque ça ne choque personne. Oh, ben, c'est habituel. Ce ne sont que des députés, comme si le pouvoir était ailleurs, alors que non, le pouvoir il n'existe pas en soi, dans l'air. Il est incarné par des personnes. Et deuxième problème, on a nos institutions qui montrent leur solidité parce que là, pour le coup, il n'y a pas de majorité parlementaire, mais ça, on arrive à tourner, mais elles deviennent illisibles parce qu'aujourd'hui, en un an, si vous voulez, sur l'année 2024, on a le pouvoir qui est passé de l'Élysée à Matignon, puis de Matignon à l'Assemblée nationale. Donc, où est le pouvoir, en fait? Où est le siège du pouvoir? Quel est celui dont la parole compte vraiment? Hier soir, on a eu le Premier ministre qui est intervenu à la télévision sur 2 chaînes, mais on voit bien, c'est le Premier ministre, il parle à Matignon, mais qu'est-ce que cela veut dire? Là, aujourd'hui, tout est flouté, et ça, c'est un vrai problème. Pour vous, où devrait être le pouvoir? À mon avis, il faut se reposer la question. Pour moi, je suis un petit peu étonné que la présidente de l'Assemblée nationale n'ait pas finalement un rôle plus important. C'est une période de crise, il y a un grand flottement. Au fond, elle a été élue par les députés. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers l'Assemblée nationale pour essayer de sortir de l'ornière. Voilà, alors peut-être qu'en coulisses, elle travaille d'arrache-pied, mais là, sur le devant de la scène, en tout cas sur le devant de la scène médiatique, ce qu'on voit, ce sont les présidents de partis, et à mon avis, c'est pas là que ça se situe. Quand vous dites les députés ont été désinvestis, c'est le peuple aujourd'hui, etc. Mais le peuple, lui, peut-être que si on le sonde un petit peu, d'ailleurs, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, demandent qu'on trouve une solution. Ils se montrent peut-être beaucoup plus rationnels que finalement les députés, non? C'est ça qui était un peu étonnant, c'est que quand on écoute les représentants du Rassemblement national, et encore ce matin sur une chaîne concurrente, le président du RN, Jordan Bardella, là, il est extrêmement flou en fait sur sa lecture politique de la situation, parce que il en appelle au peuple en disant, voyez bien que on ne suit pas ce qu'il faut faire, donc il faut faire tomber ce gouvernement qui ne représente personne. Mais lui, qu'est-ce qu'il représente? En fait, son Rassemblement national, son parti, est sorti en tête du premier tour, mais il est très très minoritaire dans le Parlement. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait que le Parlement soit un décalque des sondages, mais ça, ce n'est pas faire de la politique, en fait. Mais est-ce que le peuple n'est pas plus sage que ne le sont ses représentants dès lors qu'ils se médiatisent à travers des postures et des agendas, comme vous disiez, Christine, alors que peut-être qu'il y a une peur aujourd'hui des gens de se dire mais dans quelle situation va-t-on se retrouver? L'image de la France va ressortir dégradée, etc. Les finances publiques aussi. Et finalement, il n'y a que tout à perdre dans cette... Il y a beaucoup de gens qui ont quand même les pieds sur terre, qui se disent cette mascarade, ce que l'on vit en ce moment, on a tout à y perdre. Oui, mais en fait, là, on peut répondre très vite. C'est pas le raisonnement que font les gens, non? En fait, on peut répondre très vite. Depuis Condorcet et puis toutes les études qui ont été faites sur la théorie des choix publics, on sait bien que agglomérer des préférences individuelles dans un ensemble, et là en plus un ensemble de 60 millions de personnes, c'est impossible. Donc la seule façon de tracer une ligne, c'est d'avoir des représentantes, c'est-à-dire de réduire le corps de ceux qui parlent, en l'occurrence par des élections en élisant des députés, donc là ils sont 577 je crois, et leur demander à eux de trancher, de s'entendre. Donc je ne sais pas s'il faut faire un conclave comme le disait Christine, mais c'est vraiment à eux de montrer l'exemple. L'exemple, oui. Christine Pedotti. Oui, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une panne de l'idée de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, ça traîne dans certains partis l'idée qu'il puisse y avoir un mandat impératif. Il n'y a rien de plus contradictoire avec la vraie démocratie qu'un mandat impératif. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, on élirait une sorte de pantin dont on maîtriserait à l'avance les choix. C'est-à-dire, on choisit effectivement comme on peut pas... Parce que je pense qu'il y a dans la tête de nos contemporains l'idée que, au fond, on pourrait rentrer tous les soirs à 20h, on trouverait sur sa tablette les 3 questions, et puis on voterait oui, non aux questions. Ce serait de la démocratie directe. Mais ça, c'est absurde. La démocratie, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est quelque chose qui doit se mettre en place pour structurer une opinion. Et pour prendre des décisions. Évidemment, si vous demandez aux Français s'ils veulent payer des impôts, ils vont répondre non.
Je veux dire, personne n'a envie de prendre des impôts, payer des impôts. Alors bon, il y a des gens qui peuvent avoir des considérations de bien commun, donc je dis pas à 100%. Je veux dire, forcément, on prend des décisions qui sont difficiles, impopulaires, etc. Donc en fait, quand on se dit sans arrêt qu'il faut que on soit en accord avec ceux qui vous ont élus, ben non, il faut qu'il y ait une forme de discordance et il faut ensuite aller rendre compte des raisons pour lesquelles on a pris ce genre de décision, donc qu'on soit dans l'ordre de la responsabilité. Comment le mandat impératif s'articule avec la notion de compromis? Ben, en fait, il ne s'articule pas. Et c'est bien là où on est. C'est qu'on a des partis qui disent « Moi, j'ai été élu pour mon programme, tout programme pour les uns, les autres, c'est pareil. Hein, donc, en fait, la seule chose, c'est que le programme, lui, il se heurte à la réalité. La réalité, c'est que il faut faire des arbitrages parce que l'argent ne se dépense qu'une fois et donc il faut décider de l'endroit où on va le dépenser. Ce sont les Français qui le gagnent et ensuite on le dépense à une chose ou à une autre. C'est ça qu'on leur demande. C'est vraiment ça leur boulot. Et ça ne peut pas être un mandat impératif puisque quand nous les élisons, nous ne savons pas quels sont les choix qui sont devant eux. Je veux dire, on ne sait pas que, par exemple, sur le budget de la défense, être contraint d'augmenter le budget de la défense parce qu'on veut maintenir la sécurité européenne, c'est pas forcément le choix qu'on a fait. Alors sur cette chambre-là, peut-être. En tous les cas, sur celle d'avant, pas nécessairement, parce qu'on ne savait pas qu'on allait être dans cette situation. Il y a des tas de choses totalement imprévisibles, et c'est pour ça qu'on a des représentants qui sont responsables aussi dans le fait qu'ils vont revenir devant leurs électeurs un jour ou l'autre, et qu'on va valider ou pas, et qu'ils vont nous rendre compte. Hein. C'est une forme d'aller-retour, la démocratie. Oui, Christine, vous avez, Arnaud Libert. Oui, vous avez complètement raison dans cette analyse, parce que en fait, c'est là le drame. Il y a au fond, il faut rendre les députés, ou il faut qu'ils se rendent eux-mêmes à leur métier, qui est de dire, à un moment donné, ils sont, si vous voulez, l'organe qui va transformer une opinion publique qui s'exprime plus ou moins maladroitement par le jeu des élections et du dialogue social en décisions concrètes et des décisions qui sont sous contrainte. Et là, ils peuvent pas, aujourd'hui, c'est ce qu'on leur demande en disant, votez un budget, donc faites les arbitrages, faites les arbitrages douloureux, et chacun, et c'est ça qui est un petit peu consternant, c'est que chacun des trois grands pôles continue à jouer sa chanson en disant nous avons été élus pour ça, donc nous devons appliquer ça. Mais sauf que ça ne marche pas. Et donc là, la seule solution, en fait, c'est d'arriver au compromis. Parce que ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va tomber. Et alors ? Et alors, justement, la chute, précisément, l'après, ça, personne ne l'a avant d'y venir, ne l'a anticipé, sans doute. Avant d'y venir, à quoi attribuez-vous la crise de l'esprit de responsabilité ? Pourquoi ces députés sont-ils dans cet état d'esprit-là ? Je ne suis pas sûr que ça ait caractérisé toutes les époques, même sous la Ve République, hein, peut-être pas la quatrième, mais on a l'impression qu'il y avait peut-être une éthique de la décision qui était beaucoup plus ancrée culturellement. Quelle est votre analyse sur le sujet ? Alors, Christine ou Arnaud, allez-y. Christine Pelletier. Alors, moi, je pense qu'il y a un problème je dirais, de présentéisme, c'est-à-dire que on vit dans l'instant présent. Tout nous conduit à vivre dans un instant présent, c'est-à-dire on a des chaînes d'information continue, on a des réseaux sociaux qui font réagir en temps immédiat, et en fait faire de la politique, c'est quand même essayer de tenir le temps et de tenir plus de temps long. Et donc ça, en fait, je pense que les médias. Les médias sont coupables puisque ce sont eux qui organisent cette vision du temps. Pas seulement les médias, parce que les réseaux sociaux, c'est pas exactement les médias. C'est bien les acteurs qui alimentent eux-mêmes leur présence sur ces réseaux à chaque instant, parce que vous faites des petits messages, des machins, etc., du buzz et tout pour être toujours présent. Et en fait, c'est ça. Je veux dire, chacun essaie d'être toujours présent. C'est pour ça d'ailleurs que je veux les enfermer, je veux dire qu'ils se débrouillent et qu'on sache même pas ce qui se passe. Parce que ce qui sera intéressant, c'est que on leur demande des résultats et qu'on ne soit pas là à ausculter ce qu'ils sont en train de faire. Donc justement, c'est votre métaphore ou la réalité de l'enfermement dans lequel vous les mettez députés, c'est bien en réalité de faire abstraction des médias. Tout à fait. En fait, de faire abstraction de l'exigence de l'existence au présent
pour pouvoir se projeter dans l'avenir de la France. C'est quand même la moindre des choses qu'on peut leur demander. N'est-ce pas aussi dû à la loi sur le non-cumul des mandats qui a fait que désormais, ça sert à rien d'avoir de la boue sur les bottes, il suffit d'être sur BFM? Belle image. La boue sur les bottes. C'est sans doute, il y a sans doute des raisons qui sont liées à ce non-cumul. Maintenant, moi, je suis assez partagée sur l'idée que même un député ait à rendre compte dans sa circonscription. Un député, c'est pas une petite part de la France. Un député, il représente toute la France. C'est pour ça, par parenthèse, que moi, je suis favorable à l'introduction de la proportionnelle. Parce que le député, pourquoi aller au bout de votre... Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, le député, il va rendre compte à un petit bout de circonscription. Donc, en fait, moi, je serais favorable à deux choses qui semblent extrêmement éloignées l'une de l'autre. C'est que on ait une élection à la proportionnelle qui ferait que nous aurions des députés qui ne seraient plus liés par à un territoire par leur représentation. Et en même temps, je pense qu'il faudrait qu'ils aient une insertion locale, c'est-à-dire qu'ils aient un mandat local qui soit un mandat de responsabilité locale, c'est-à-dire en étant responsable dans une collectivité locale. Moi, je suis maire adjointe dans mon village, et ben, je peux vous assurer qu'on apprend des choses quand on est tout près des gens. Le seuil, ce serait ça, d'abord exercer une responsabilité locale et après avoir à la proportionnelle une assemblée qui... Ou en même temps, je pense qu'un député français qui siégerait à Paris pourrait parfaitement siéger dans un conseil municipal sans forcément avoir une responsabilité. Au moins pour être près des gens. Parce que je pense que c'est très très utile d'entendre la voix des, comme on dit à Paris, où nous sommes, des vrais gens. Vous êtes en Normandie, je crois, Christine. Oui, Arnaud Alibert, sur ces deux points, la responsabilité, puis ce que dit Christine sur la manière, la solution. Moi, je suis très étonné du contenu du débat politique aujourd'hui qui renvoie la responsabilité de la situation actuelle à la dissolution. La dissolution, c'est la cause initiale. Donc, on ne va pas refaire toute la théorie de la causalité chez Aristote et remonter à 2400 ans, mais quand même, aujourd'hui, nous sommes donc le 4 décembre. Il s'est passé 6 mois, vous le rappeliez en commençant. Donc la situation aujourd'hui est le fruit d'une cause initiale qui était la dissolution. On peut en discuter. Je pense que à peu près tous les observateurs estiment que ce n'était pas la réponse adaptée au résultat des élections européennes, si on reprend la chronologie. Mais ensuite, il y a l'art de vivre cette situation nouvelle de la dissolution. Donc il y a eu les élections, les tractations, ce qui s'est joué dans l'entre-deux-tours. Et il y a ensuite le modus vivendi des députés dans l'Assemblée nationale depuis que la session a été ouverte, on va dire, après les Jeux Olympiques, pour faire vite. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité très forte des députés actuels, avec une invitation, il me semble, à revisiter leurs mœurs politiques. Parce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire. Qu'ils n'ont pas fait. Alors, c'est là où je vais peut-être un petit peu diverger avec vous. Je pense qu'ils l'ont jamais vraiment fait. C'est-à-dire que je pense que les mœurs politiques des députés sous la 4e République étaient pas meilleures. Et même sous la 3e République, quand on se penche sur les débats politique qui avait du temps de Jean Jaurès avant la Première Guerre mondiale, franchement, c'était pas mieux. Donc là, c'est une vraie réflexion. On va reprendre sur la censure, le chaos éventuel, juste après les infos de 9h30. Nous sommes toujours avec le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au quotidien La Croix, et Christine Pedotti, directrice de la revue de témoignages chrétiens. À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Ces samedi 7 et dimanche 8 décembre, Radio Notre-Dame fête la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment pouvait-il en être autrement, elle qui orne l'emblème de notre radio? Le 15 avril 2019, un incendie détruisait la charpente médiévale et la flèche de la cathédrale. Une journée qui restera gravée dans nos mémoires. Après plus de 5 ans de restauration, elle sera rouverte au culte et aux visiteurs ce dimanche 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Exceptionnellement, vivez l'événement avec nous samedi à partir de 18h et bien sûr dimanche à partir de 6h30. La réouverture de notre cathédrale, ça ne peut être qu'avec Radio Notre-Dame. Les guerres et les crises économiques génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les hôpitaux et les écoles sont en danger. Pour reconstruire, soigner, éduquer, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Les crises se multiplient, avec vous, nos forces aussi. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr.
Chaque matin, nourrissez-vous de la parole de Dieu et commencez la journée sereinement. Dès 5h50, retrouvez l'évangile du jour toutes les heures, lu et commenté dans un esprit de partage. Et tous les jours à 6h50, la lecture et le commentaire sont suivis de la prière du matin. Il est 9h30, le retour de l'information, c'est avec Cécile Mérieux. Le gouvernement Barnier compte ses heures. L'Assemblée nationale examine les 2 motions de censure cet après-midi. Celle déposée par la gauche a toutes les chances d'être adoptée, le RN ayant promis de la voter. En déplacement en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron a dit ne pas croire au vote de la censure, fustigeant le ralliement du RN et du NFP. Journée de grève demain. Après les cheminots et les agriculteurs, c'est au tour des fonctionnaires et des salariés de l'énergie de se mobiliser. À l'exception de FO, les principaux syndicats de la fonction publique appellent à une journée d'action. Ils dénoncent le projet de budget 2025 et l'ensemble des services publics pourraient connaître des perturbations localement. Hôpitaux, administrations, de nombreuses écoles seront fermées et certains vols annulés. À l'international, on commence en Syrie. Les rebelles menés par des islamistes radicaux poursuivent leur offensive dans le nord du pays. Ils sont arrivés hier aux portes de Hama, la 4e ville du pays. L'armée a mobilisé d'importants renforts pour défendre ses positions. La Russie, alliée de Bachar el-Assad, a accusé pour sa part l'Ukraine de soutenir militairement les combattants du groupe islamiste radical contre les forces syriennes. En Corée du Sud, les appels au départ du président se multiplient après que le dirigeant a tenté d'imposer la loi martiale dans son pays. Acculé par le tollé politique de sa décision surprise, il a été obligé, sous la pression, d'abroger sa loi. En Géorgie, 6e nuit consécutive de mobilisation pro-Union européenne. Hier, la police a une nouvelle fois fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les milliers de manifestants. Ils protestent contre l'annonce par le pouvoir du report à 2026 des ambitions d'intégrer l'UE. L'ONU réclame 47 milliards de dollars d'aide humanitaire internationale. Cet appel humanitaire est destiné à aider 190 millions de personnes l'an prochain, malmenées par les conflits et le changement climatique. Merci beaucoup Cécile Mérieux, on vous retrouve à 10h pour un nouveau rappel des titres. La suite du débat du jour, toujours avec le père Arnaud Alibert et Christine Pedotti. On parlait du temps tout à l'heure, ce rapport au temps. Justement, Michel Barnier, je l'ai lu dans un portrait, c'est l'homme qui voulait étirer le temps. Et il pourrait être renversé au bout de 3 mois, le bail le plus éphémère de la Ve République. On essaie de mesurer les conséquences de ce qui se passera peut-être tout à l'heure, peut-être ou quasiment de manière quasi certaine. On essaie d'entretenir un faux suspense sur l'avenir de ce gouvernement et qui est donc totalement suspendu. On le saura à partir de 16h. Christine Pedotti, Arnaud Alibert, le père Alibert, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose à votre réflexion sur la responsabilité, puis que vous réagissiez à ce que disait Christine tout à l'heure sur la manière dont on pouvait regarder ce rôle des députés. Est-ce qu'il y a une autre manière de l'envisager ? Oui, donc je disais tout à l'heure que la responsabilité de la situation actuelle n'incombe pas que au président de la République qui a dissous. Et après, on veut, même si le Premier ministre voulait étirer le temps, en fait, ça ne gomme pas le fait qu'il y a eu 6 mois d'action publique avec un gouvernement et des députés. Donc là, je pense que la situation d'aujourd'hui, elle est le fruit de tout cela. Et puis, deuxième réflexion, c'est la question des mœurs politiques, de l'art du débat, donc à la fois de l'éthique de la responsabilité, mais aussi de l'éthique de la conversation, de l'éthique du débat. Moi, il me semble qu'il y a des dispositifs institutionnels intéressants à voir ailleurs. On découvre en ce moment ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a tout à fait la possibilité d'une censure du gouvernement, mais cette censure n'est possible que dans le cadre de ce qu'ils appellent les motions de censure constructives, c'est-à-dire que si la majorité qui veut renverser le gouvernement propose une alternative stable. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas l'enclencher. Sinon, ça ne marche pas. Et là, ce qui veut dire que pour y arriver, il faut que les députés qui forment une coalition arrivent à s'entendre à ce que les églises appellent, quand elles font de l'œcuménisme et qu'elles marchent ensemble vers l'unité, le consensus différencié, c'est-à-dire ne pas gommer toutes les différences, avoir conscience qu'il y a des différences, mais qu'il y a une forme de consensus général vers ce qu'on va appeler un intérêt général ou un bien commun qui guide l'ensemble de l'action. Et ça,
je trouve que depuis 6 mois, les députés avaient en fait l'injonction de le vivre, de le mettre en place en France, parce qu'ils voyaient bien depuis le début que l'Assemblée nationale ne faisait pas apparaître une majorité, donc il fallait bien construire une nouvelle façon de faire, et ils ne l'ont pas fait. Ben voilà où on en est aujourd'hui. Motion de censure constructive, on pourrait inclure cette disposition allemande dans les institutions françaises, Christine Pedotti? Oui, parce qu'en fait, d'une certaine façon, c'est le sous-texte de la Constitution actuelle. C'est-à-dire que le 49.3, ce fameux article décrié qui appartient à l'arsenal du parlementarisme rationalisé, permet, je rappelle, de faire voter, enfin de faire adopter une loi sans qu'elle soit votée, dès lors qu'une majorité n'apparaît pas contre cette loi. Donc, en fait, ce qui va se passer cet après-midi, c'est qu'il va apparaître une majorité d'opposition à la loi budgétaire. De quoi elle est faite, cette majorité? Elle est faite donc du NFP, du Nouveau Front Populaire, et du RN. Le sous-texte de la Constitution voudrait que le président de la République convoque les chefs de parti, enfin les chefs de groupe qui viennent de voter ensemble et qui ont donc constitué une majorité d'opposition, en leur disant, mais puisque désormais vous constituez une majorité, c'est à vous de former le gouvernement. On voit bien que c'est une impasse, parce que est-ce qu'on va imaginer Mathilde Panot former une majorité avec Marine Le Pen? Évidemment pas. Donc en fait, c'est le sous-texte et c'est l'esprit de la Constitution, cette idée de majorité constructive. Elle n'est pas écrite, et donc au fond, tout le monde va se laver les mains de cette étrange chose qui, quand même, je le dis en passant, ça veut dire que le RN va voter une motion de censure qui, par exemple, inscrit dans son texte une protestation contre la baisse des moyens de l'AME, l'aide médicale d'État, laquelle aide le RN veut quasiment supprimer. Donc les incohérences totales. Donc on est complètement dans la folie. Est-ce que le problème, c'est pas aussi l'esprit de compromis des parlementaires eux-mêmes? Hier, Pascal Perrineau, pour ceux qui écoutaient l'invité de la matinale à 8h10, disait que le problème, c'est que même si on l'inscrit dans la Constitution, l'esprit de compromis n'est pas dans l'état d'esprit des députés. Non, il ne l'est pas. Et alors, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait envisager ça. Moi, je pense que, paradoxalement, alors que c'était pas du tout une conviction initiale, l'introduction de la proportionnelle, c'est-à-dire le fait que on sache par avance qu'on ne pourra pas avoir de majorité. La proportionnelle, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura nécessairement des alliances, pourrait peut-être éteindre tous les noms d'oiseaux dans lesquels on se traite de renégats, de traîtres, etc. Dès que on va faire des compromis qui ne sont pas nécessairement des compromissions. Hein. Je veux dire, j'ai envie de leur dire, mais enfin, vous avez d'abord une France à gouverner. Je veux dire, nous qui payons nos impôts et qui aimerions que vous soyez dans un esprit de responsabilité pour mettre les choses en place. Donc ça pourrait être une chose. Moi, je pense que pour avoir réfléchi à ça, je me dis que là, on est coincé par le fait que, assez sagement, les constitutionnalistes ont dit, en fait, une motion de censure par an, il faut une année sans motion de censure parce qu'il faut que les gens s'entendent pendant ce temps-là. Moi, je me dis que je transformerais bien l'article 12 en disant, en fait, au bout de 3 motions de censure, le droit de dissolution revient. Parce qu'au fond, c'est un peu l'équilibre des forces. Hein. Vous continuez à censurer, vous allez retourner devant les électeurs. Parce que là, pour l'instant, les députés, ils jouent gratuitement. Hein. Exactement, ils n'ont aucun intérêt, d'une certaine façon, aucun intérêt à faire autre chose que ce qui est guidé par leur agenda. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs là où on peut dire que le choix de faire une dissolution en juin, et non pas devant... on savait qu'il y avait une risque de motion de censure sur le budget à l'automne. Le président, en choisissant de la faire par avance, d'une certaine façon, a tiré à blanc. Puisqu'il n'a plus, maintenant, il n'a plus cette arme. Père Alibert, quand Christine Pedotti parle de proportionnel, c'est un petit peu amusant aussi, parce qu'à une certaine époque, on disait, oh là là, mais la proportionnelle, c'est affreux, ça va rendre la France ingouvernable, il faut au contraire des structures, c'est ce qu'on disait, alors que maintenant, ça apparaît comme étant, pourquoi pas, une solution pour essayer de pousser les députés au compromis, une sorte de compromis préalable, avant même peut-être d'entrer à l'Assemblée, de savoir qu'il y aura une chambre qui les incitera à faire des gestes. Alors la proportionnelle, on emploie le terme au singulier et c'est déjà un raccourci. C'est quelle proportionnelle sera appliquée. Donc il y a la proportionnelle que l'on connaît dans nos mairies, pour les grands, où il y a une prime au sortant, au vainqueur, en fait, pas au sortant, pardon, une prime au vainqueur.
En Allemagne, il y a une proportionnelle partielle, c'est-à-dire la moitié des députés sont élus à la proportionnelle et l'autre moitié, comme chez nous, par des circonscriptions territoriales. Et puis quand on fait une proportionnelle dite intégrale, il y a la proportionnelle, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais quand même, à un moment donné, il faudra bien le dire, la proportionnelle qui attribue le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'a... Puisque en député peut avoir... Un groupe peut avoir 18,73%, si vous voulez, mais un député, c'est une entité, on ne va pas couper en morceaux un député. Donc, à un moment donné, il y a un reliquat qui s'attribue selon deux modalités. Au plus fort reste, ce qui pousse en avant les tout petits partis, et à la plus forte moyenne, qui donne une prime plus ou moins une prime aux vainqueurs, aux grands partis. Donc, vous voyez qu'il y a des tas de modalités, donc ce qui prouve qu'il y a un vrai débat politique, institutionnel à poser. Si vous deviez faire un choix de proportionnel pour essayer d'orienter un peu la discussion vers quelque chose qui pourrait être visible, audible par le citoyen, et qui pourrait se dire, ah oui, là, tiens, on entre dans un système qui est effectivement plus viable que celui que l'on a aujourd'hui. Quel serait-il pour vous ? En fait, moi, je ne suis pas favorable à la proportionnelle en tant que telle. Vu les différences qu'on a eues, on voit bien que on peut très bien avoir un même résultat, une même assemblée, issue de la proportionnelle ou du scrutin majoritaire. Vous voyez que là on a une... Peut-être que les électeurs se comporteront pas de la même façon s'ils savent que il y aura une proportionnelle. Moi, je pense que, juste un dernier mot, je pense que la modification n'est pas dans le comportement des électeurs, mais des élus. Et je pense, moi je ne suis pas du tout défaitiste, je pense que si les règles du jeu institutionnel changeaient, les mœurs politiques changeraient. Et je ne crois pas du tout qu'on soit enfermé dans une forme de fatalité, de querelle de chef à la tête des groupes ou de l'État. Et donc, on l'a bien vu avec tous les changements qu'il y a eu de société, l'apparition des réseaux sociaux, du numérique, la crise du Covid qui a accéléré un nombre incroyable de façons de se comporter. Je pense que s'il y avait une réforme institutionnelle, il y aurait d'autres mœurs politiques et qu'une partie de la solution à la crise politique aujourd'hui se trouve là-dedans. C'est votre avis, Christine ? Oui, alors, moi, je dois dire que la proportionnelle, je le redis, j'étais originellement, je ne suis pas très favorable, mais finalement, je trouve que ça serait plutôt... J'y viens, absolument. Elle présenterait aussi un autre avantage, c'est qu'elle permettrait aux électeurs et aux électrices de voter pour et non pas de voter contre. Parce que quand on a la proportionnelle, on vote pour un tour. Et je veux dire, s'il y a 10 partis, parce que, évidemment, on voit bien que ça se fragmenterait. Et donc, en fait, on vote réellement pour des gens, pour un programme. Et je pense que nous avons besoin de voter pour. Il y a trop longtemps qu'on vote contre, qu'on vote par opposition. Et on l'a bien vu, le Front républicain du mois de juin, c'est un vote contre. Alors bon, je veux dire, il a eu une forme de vertu parce qu'il a montré que, je veux dire, un rapport de force devant ce que beaucoup considèrent comme étant la menace de l'extrême droite, mais ça nous a empêché de voter pour, de dire ben voilà, moi je suis plutôt pour telle option. Et donc en fait, un autre intérêt de la proportionnelle, serait de permettre aux électeurs, aux électrices d'avoir un vote positif et pas un vote de défense ou d'opposition. Si on pousse ce raisonnement, est-ce que vous êtes favorable, alors peut-être plus Christine Pedotti que le père Alibert, parce que vous êtes favorable à la proportionnelle, Christine, est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'avoir des seuils, par exemple, pour empêcher certains partis fantaisistes d'accéder simplement au scrutin? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, les aspirations des Français, et aujourd'hui la pluralité de la société française, même des aspirations, du rapport à la politique, même de la créativité de tel ou tel gens qui voudraient que le monde politique soit beaucoup plus représentatif de ce que vivent les gens. Est-ce qu'il faut mettre des seuils d'une manière ou d'une autre, des barrages? Il y a les 500 signatures pour la présidentielle, ça peut faire hurler aussi, parce qu'on peut se dire c'est quand même un drôle de verrouillage quand même du système. Est-ce que vous êtes pour le verrouiller quand même? Oui, je pense qu'il faut contrôler les choses. Je pense que le seuil, un seuil minimum de 5%. Donc vous êtes favorable au 5% par exemple? Tout à fait favorable. Ce qui du coup fait qu'il y a beaucoup de restes. Et que donc la façon dont on attribue les restes au plus fort reste ou à la plus forte moyenne favoriserait effectivement soit la variété, la diversité, soit au contraire donnerait des primes aux vainqueurs. Ouais. Moi, je suis plutôt pour qu'on donne une prime à celui qui arrive en tête en attribuant les restes à la plus forte moyenne. Je pense que la base de 5%, il faut au moins
restreindre jusqu'à 5%. On peut estimer que là, on n'est pas dans la représentativité suffisante pour y accéder. Même si c'est arbitraire, après tout. Voilà, mais il faut c'est bien des arbitraire, seuils. mais je veux dire, l'art de la politique, c'est un art d'accommoder la réalité. C'est un art très pragmatique. C'est une belle définition de la politique, accommoder la réalité. Oui, tout à fait. Et voilà, et c'est un art très pragmatique. Donc voilà, c'est pas parfait. Ce sera parfait quand on sera dans le royaume des cieux. Hein. Mais il faut que ça corresponde, en tout cas, il faut que ça corresponde à un usage et que ça réponde à son objet. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est dans une impasse de toute façon. Le dysfonctionnement est patent, Voilà. donc il faut faire quelque chose. Père Libert. De nouveau, mais c'est la beauté de notre débat. Je suis pas complètement convaincu. Pourquoi ? Prenons donc cette question de la proportionnelle. La proportionnelle, il y a une autre qualification qu'il faut donner, c'est sur quel territoire elle porte. Si la dernière expérience que nous avons eue, c'est 1986, où les territoires de proportionnalité, donc les listes étaient départementales. Alors que la proportionnelle qu'on connaît pour l'Europe, les listes sont nationales. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'Europe ? On a vu des gens qui... Je partage pas votre optimisme, chère Christine. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre, puisque les voix étaient dispersées. Il y avait quand même 30 listes. Donc ça rend la lecture du scrutin difficile. Donc je reviens sur mon exemple de 1986. Là, on avait des listes départementales. Mais si vous prenez le parti d'Éric Ciotti, par exemple, il aurait des députés à la majorité, puisqu'il serait probablement élu à Nice. Si la majorité, si la proportionnelle était départementale, il serait élu sans aucune difficulté sur les Alpes-Maritimes. Mais si on applique la règle des 5% en disant les 5% c'est au niveau national, parce que il faut qu'au niveau national les députés représentent soit représentatif un minimum. Eh bien, je suis pas sûr que Éric Ciotti et ses députés représentent 5% du collège électoral national avec les seules voix qu'il ferait dans les Alpes-Maritimes. Et du coup, dans ce système-là, il ne serait pas élu. Or, il y a quand même... Alors, on peut critiquer Éric Ciotti pour ses choix politiques, le fait qu'il avait un agenda personnel caché, que donc il n'a pas été très clair, mais c'est très clair qu'au niveau de Nice, il jouit d'une popularité qu'on ne peut pas contester, donc il a été élu complètement valablement. Donc je pense que cette question de la proportionnelle qu'on voit un peu comme la solution, elle porte en elle un grand nombre de débats. Et donc j'en reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que l'une des clés, c'est quand même la réforme des mœurs politiques et de la façon de pouvoir affronter le dissensus et de chercher ensemble des compromis. Oui, parce que le 5% dont on parle, en fait, si on la ramène à l'ensemble du pays, ça veut dire qu'il faut déjà être bien implanté, avoir déjà vraiment une force de frappe électorale importante pour y accéder. Hein. Ça, c'est sûr. Christine Pedotti, sur les mœurs politiques... Oui, alors, moi, je pense que les institutions, c'est-à-dire la forme institutionnelle, en fait, forge les mœurs politiques. C'est-à-dire que quand, en fait, on change la forme institutionnelle, on modifie les mœurs politiques. Donc, je suis d'accord avec Arnaud pour dire qu'il faut que nos mœurs politiques changent. Et je pense que le seul moyen de les faire changer, ça n'est pas des appels à la vertu, malheureusement, je n'y crois pas, mais finalement des contraintes formelles qui vont obliger les gens à être un petit peu plus vertueux. Quel regard chrétien porter sur le fonctionnement de ces institutions ? La doctrine sociale de l'Église catholique apporte quelques billes, mais est-ce qu'il y aurait une façon chrétienne d'améliorer le fonctionnement institutionnel de la Ve République ? Christine Pedotti. C'est une excellente question, parce que j'ai envie de dire que dans mon église, on peut pas dire, je rappelle que je suis catholique, hein, pour ceux qui l'auraient omis, on pratique pas franchement des usages démocratiques ou représentatifs. Vous preniez au début de cette émission l'exemple du conclave. Le conclave est d'ailleurs un bel exemple extrêmement intéressant. Puis je rappelle aussi pour mémoire que un des creusets des mœurs démocratiques, ça a été par exemple les grandes élections d'abbés, où dès le Moyen-Âge, on a appris effectivement à avoir des mœurs démocratiques dans des petits endroits. C'est toujours plus facile d'avoir des mœurs démocratiques sur des petits espaces que sur des populations de 67 millions d'habitants. Et puisque nous venons d'avoir une élection aux États-Unis de 350 millions. Hein, je veux dire, quand on est dans des effets de masse, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Le dimensionnement change en fait le principe. Tout à fait. Ça, on le mesure pas. Je vais essayer de répondre quand même à cette question sur le christianisme, parce que par exemple,
quand on parle des votations en Suisse, la Suisse est un tout petit pays, donc c'est plus facile de trouver un consensus quand on est 7 millions que quand on est 67 millions. Hein. Donc il y a ça. Alors, qu'est-ce que le christianisme nous dit là-dessus? C'est vrai qu'il y a eu l'invention dans le creuset de la doctrine sociale de l'Église, qu'elle ne met pas en œuvre, mais qui est quand même une formidable invention, celle de la subsidiarité. Et donc, quand on parle du millefeuille territorial, donc je change de registre, quand on parle du millefeuille territorial, je pense qu'on a besoin d'un peu de subsidiarité, c'est-à-dire de réfléchir en se disant comment on fait pour que les décisions soient prises au plus près des problèmes qui se posent. Au niveau le plus bas possible. Au niveau le plus bas possible. Mais Voilà. ça ne veut pas dire qu'on prenne de bonnes décisions parce qu'on le prend au niveau le plus bas. Non, mais ça veut dire que en fait, on les prend quand même normalement en prenant en compte et en charge la réalité telle que on l'observe. Je rappelle que dans la subsidiarité, il y a une autre chose, c'est que l'échelon supérieur n'intervient pas pour trancher en cas de difficulté, mais il intervient pour essayer d'obtenir le compromis. Donc en fait, c'est une instance d'arbitrage et pas une instance d'arbitrage qui produit, qui provoque le débat mais qui ne fait pas, qui ne tranche pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas d'accord, je prends l'exemple des municipalités, puisque moi je suis dedans, et à un moment, on dit, si on n'arrive pas à se décider, c'est le préfet qui décidera. C'est un énarque qui décide finalement. Voilà, et c'est le préfet, donc un énarque qui décidera. Non, ça devrait pas. Là aussi, il y a des choses à prendre. Je pense que la subsidiarité est une bonne solution. Au demeurant, je suis Mais pas c'est une sûre révolution copernicienne pour la France, parce que ça veut dire qu'en fait, vous remettez en cause l'ensemble du centralisme à la française, même par-delà la centralisation, qui est tout souvent un discours. En réalité, on a un système extrêmement centralisé. Oui, alors c'est très problématique, parce qu'on a à la fois on a eu des grands efforts de décentralisation qui, en fait, n'ont pas produit les résultats qu'on escomptait. Donc là, c'est là où en fait il faut faire des sciences politiques. Je veux dire, il y a des professionnels pour ça qui sont là pour essayer de comprendre pourquoi une bonne intention qui était la décentralisation est non fonctionnelle, ne marche pas, et donc pourquoi il faut réfléchir à la faire marcher pour rapprocher des gens les décisions qui les concernent directement. Moi, je vais parler de ma vie municipale. Aujourd'hui, on a un problème d'école. Comme dans des tas de villages, je veux dire, comment faire en sorte de prendre ces décisions ou de prendre des orientations avec les habitants. Ça, c'est un problème que je trouve très très intéressant. Subsidiarité, Père Alibert, l'Église n'en parle pas. Enfin, ce n'est pas un terme très connu. C'est connu un peu de la boutique, si on peut dire, mais c'est un terme assez illisible pour l'opinion. Oui, en fait, moi, si on met en regard la pensée sociale chrétienne et la situation politique actuelle, je pensais pas spontanément à la subsidiarité, je pense plutôt à une forme de pluralisme que porte vraiment la doctrine sociale, puisque dans la pensée sociale chrétienne, aucune personne n'est réductible à une autre. En fait, chacun doit être entendu parce que chacun est porteur d'une immense dignité. Donc, naturellement, la pensée sociale chrétienne porte au pluralisme. Et donc la question, c'est comment on gère ce pluralisme. Et moi, j'avoue qu'il y a quand même des innovations démocratiques aujourd'hui qu'on a vues sur les dernières années. Par exemple, les budgets participatifs des municipalités, c'était écrit dans un contexte, mais les maires s'y sont mis progressivement. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble, par exemple, un maire d'une grande ville dit il y a une part du budget qui va financer des projets par quartier, par secteur, selon comment ils ont subdivisé le territoire de la commune. Et les gens s'expriment par des réunions de quartier pour subventionner. Est-ce qu'on fait dans tel square un équipement sportif ou ludique pour les enfants, ou enfin, des micro-projets, mais des projets qui touchent la vie des gens. Donc il y a une forme d'inventivité institutionnelle qui a lieu aujourd'hui. Et moi, voilà, c'est ça, je pense c'est vers ça qu'il faut retourner le regard. Après, on se retrouve à devoir choisir la couleur des murs de la salle municipale, alors qu'on ne choisit pas les grands sujets, les grands projets qui font la vie de la cité. Le budget participatif présente ses limites aussi. Oui, mais alors c'est là où on revient sur la question de départ. C'était pour les grands choix, comme collectivement à l'unanimité, on ne peut pas les choisir. On choisit d'élire des représentants qui, sous modalité de majorité, s'entendent sur les grands projets.
je dois dire Christine Pelotti. qu'il y a aussi quelque chose qui traîne sur les représentants. On pense qu'il faudrait qu'il soit une sorte de panel de représentation de la population. C'est-à-dire, on nous dit, mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas assez de femmes. Je suis pourtant pour qu'il y ait des femmes, je vous précise. Pas assez d'ouvriers, pas assez d'employés, pas assez de diversité de couleurs, etc. Je veux dire, la première chose qu'on demande aux gens, c'est quand même leurs compétences. Parce que sinon, demandons aux sondeurs de faire un échantillonnage et prenons les décisions par le biais de cet échantillonnage. Il y a quelque chose d'absurde dans l'idée que l'Assemblée devrait être un échantillonnage de la Mais Christine Pelotti, de la nation. si on tire ce raisonnement, ça veut dire qu'il faut une professionnalisation du politique. C'est une excellente question. Parce que finalement, beaucoup de gens pensent que l'amateurisme serait plus profitable. Et d'ailleurs, les pères de la démocratie ont souvent pensé ça. C'est qu'il y a eu de grands débats pour savoir si on devait payer ou pas les députés au moment de la Révolution de 48. C'était une grande question. Et en fait, on a dit qu'il fallait les payer parce qu'ils seraient plus vertueux s'ils étaient payés. Donc, en fait, cette question, elle reste. Moi, je crois quand même que la politique, ça suppose d'avoir un minimum et même peut-être un maximum de compétences, de connaissances. Alors, mais vous allez cléricaliser la politique, Christine Pelotti? Écoutez, non, parce qu'il y a une chose, c'est que jusqu'à plus ample informé, sauf s'il y a eu des réformes récentes dans l'Église, on est clair pour l'éternité, alors qu'en politique, on a un coup près qui s'appelle le scrutin. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le coup près du scrutin aussi. On parlait du temps, on a commencé sur la réflexion sur le temps. C'est vrai, les politiques vous disent en fait c'est la seule profession où moi je remets en débat mon CDI en fait à chaque fois qu'il y a une élection. Et alors que dans d'autres métiers, on n'est pas astreint à ce type de. D'ailleurs c'est intéressant qu'on discute du statut de l'élu parce que moi je suis pour la limitation des mandats. Et si on limite les mandats, il faut permettre aux élus de se recycler, de faire des valorisations des acquis de l'expérience après leur mandat, etc. Sinon, le risque, c'est d'avoir les plus mauvais, en fait. Tout à fait. C'est aujourd'hui ça, le risque. Et vous êtes adjointe au maire, c'est intéressant, ça, dans votre commune. Qu'est-ce qu'on pense de ces représentants nationaux? Est-ce qu'il y a un mépris des représentants locaux par rapport aux représentants nationaux? Je vais vous dire, dans ma commune, aux dernières élections de juin, la population a voté à 58% pour le RN. Le message est clair. Claire, faut le décrypter. En tout cas, Non, mais c'est pour moi, c'est un sujet, c'est quelque chose qui me hante. C'est-à-dire que 58% de mes concitoyens et concitoyennes, des gens absolument charmants, je veux dire, amicaux, etc., sont venus déposer un bulletin dans l'urne qui était un bulletin de protestation intense contre la situation générale et politique dans laquelle ils étaient. Et ça, moi, je vais vous dire, ça ne me quitte pas. Père Alibert, vous parliez bien des élections européennes. Européennes et législatives ensuite. Donc c'est un scrutin à la proportionnelle. Donc je pense que le lien qu'on faisait tout à l'heure, est-ce que le scrutin à la proportionnelle est plus vertueux en termes de débat public que le scrutin majoritaire? Ce lien-là, il faut l'interroger. Donc moi je pense que, et peut-être je vais terminer par là, ce qu'on attend de nos élus, c'est des décisions, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi d'être des oreilles attentives à ce qui se passe dans la société. Je pense que dans la crise qui va s'ouvrir à partir de demain, c'est auprès de qui les gens qui sont en crise, les professionnels vont pouvoir parler. Il n'y a plus de gouvernement. Donc c'est là une des hautes fonctions des représentants élus, c'est d'être une source d'inquiétude. Ça, c'est une source d'inquiétude importante. Ça, si jamais on bascule en terrain inconnu, comme disait Michel Barnier. Merci beaucoup à tous les deux. Recherche oreille pour Matignon. Merci beaucoup à tous les deux. Christine Pelotti, écrivaine, journaliste et directrice de Témoignages chrétiens, et le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au quotidien La Croix. Merci Louis Dauphren. Merci beaucoup Pierre-Henri Paget, notre réalisateur ce matin depuis 6h30.